Personne n'est un expert objectif et légitime, eux non plus et moi non plus. Alors, tu nous rejoins ? Bon, t'es qui toi ? Salut, moi c'est Cédric, j'ai 39 ans. Ça fait maintenant pas mal de temps que je suis à Montréal, 7 ans et demi que je vis ici. Voilà, je travaille dans la finance. Salut, moi c'est Thibaut, j'ai 28 ans et puis je vis ici aussi à Montréal pour bientôt maintenant 2 ans. Super. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission d'Avis de Personne, personne nous a demandé notre avis sur les live Twitch qui séduisent de plus en plus de personnes par rapport aux vidéos YouTube, mais on va le donner quand même. Donc on peut commencer, le premier sujet, monde de Twitch, YouTube, pourquoi le format live séduit de plus en plus de personnes et prend de plus en plus de place par rapport au format vidéo. Est-ce que tu veux déjà expliquer qu'est-ce qu'est un live, une vidéo en direct pour remettre du contexte et pour les gens qui ne connaîtraient pas ? Oui, alors un live c'est quelque chose qui se fait donc en temps réel, donc en ligne sur internet. Twitch l'a fait donc je crois avant YouTube. Disons que voilà, ça permet aux gens de se connecter avec le youtubeur ou le streamer qui traite un sujet ou du jeu vidéo, capture ses parties et donc ça permet d'avoir une conversation dans le chat, mais une conversation aussi avec la personne qui stream, qui fait le live. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu es grand consommateur de ce genre de choses ? Ben non, en fait, moi je suis pas vraiment consommateur de ce genre de choses, mais c'est vrai que j'ai découvert un petit peu ça. Tout ce que j'ai compris, c'est plutôt quand même pendant le confinement. Ça a vraiment explosé. Voilà, ouais. ça a vraiment explosé. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont commencé à faire du stream, du live, sur beaucoup de plateformes, et Twitch est quasiment celle qui le fait le plus. Et c'est vraiment quelque chose qui a plu aux gens, je pense, parce qu'étant bloqués un peu à la maison, bah, ça leur a permis un peu d'avoir comme une sorte d'échange social avec quelqu'un, parce que regarder une vidéo, il n'y a pas d'échange, tu regardes la vidéo, tu vois ce que la personne dit ou fait, et puis c'est tout, alors que là, ça te permet d'avoir comme une sorte de petit échange social, c'est en direct, donc tu dis que la personne est vraiment en train de presque te parler à toi-même, de t'expliquer ce que la personne fait. Il y a eu vraiment un énorme engouement là-dessus, et les gens, je pense qu'ils apprécient vraiment ça. Moi, j'ai pu le voir par diverses personnes que je peux connaître. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça puisse fonctionner autant. Moi, ça m'arrive de temps en temps aussi de regarder des lives. C'est vrai qu'on accroche avec ce côté où la personne t'explique quelque chose en direct, elle te parle, et puis tu peux échanger avec elle sur le live. Je trouve que c'est pas mal par rapport aux vidéos. Ouais, puis je pense aussi le côté où ça peut séduire un public différent, c'est que sur YouTube, pour vraiment en profiter, tu as besoin de le regarder. Pour profiter du montage aussi, qui est surtout la force de YouTube, là où les vidéos en direct, tu peux les mettre en fond. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font pendant que tu fais de la cuisine, du ménage, mais comme il n'y a pas cette volonté d'appuyer sur le montage, eh bien tu peux juste te concentrer sur la voix. Ouais, c'est pour le côté spontanéité, temps fort, surtout les sujets, tu vois, qui peuvent être traités autres que à la télévision. C'est principalement pour les jeunes, disons, ça plaît parce que c'est des sujets que l'on peut discuter entre amis ou. Oui, je pense qu'il y a un côté comme de spontanéité. C'est ça. Si la personne elle veut dire quelque chose là maintenant, elle va le dire. C'est pas comme à la télé où ça va être coupé, ça y aura du montage, tu peux pas dire ça, ou tu peux pas le dire de cette façon-là. Il y a un côté spontanéité où tu vas échanger comme une conversation entre amis en fait. Tu peux écrire un message dans le chat textuel qui est vraiment visible par les autres spectateurs et la personne qui fait son direct. Donc je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir une interaction entre quelqu'un d'internet, donc à distance, et les autres personnes. Je sais pas si vous avez en tête d'autres exemples de moyens d'interaction qui soient plus directs que ça, mais je pense pas. Que ce soit des lives qui peuvent être faits sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, TikTok, Twitter, je crois pas. Même si Twitch est la plus connue parce qu'il y a le côté vidéo, en soi, il n'y a pas plus interactif qu'un live. Je pense que c'est ce côté-là où que les gens recherchent, ont vraiment accroché là-dessus. Vraiment le côté où tu vas quand même interagir, tu fais partie d'une conversation en fait. Tu fais partie de quelque chose au moment où tu commences à regarder le live, t'es dedans. Donc tu regardes, tu peux interagir, tu peux écrire. Soit la personne qui fait le live va te répondre, soit les personnes dans le chat vont aussi interagir avec toi, répondre. En fait, il y a comme une sorte de conversation qui peut se lancer. Il y a vraiment quelque chose de plus. Moi, je sais que j'ai regardé quelques lives un peu plus sur TikTok. Quelqu'un qui fait qui a un contenu principalement, on va dire, sur le football. Et par exemple, souvent, le soir, il va faire un live et il va te mettre des quiz. Tu vois. Donc en fait, il y a comme une sorte d'interaction où toi, tu es là, tu regardes le live, et puis il est en train de rechercher des réponses sur des quiz, et puis toi, tu peux écrire la réponse si tu trouves. Et je trouve que ça, c'est bien, parce qu'au final, tu es là, tu accroches, et tu participes vraiment. Puis tu es là et tu cherches, et puis quand tu regardes le chat, quand quelqu'un trouve une réponse, tu dis « Ah oui !» Bon, tu regardes la vidéo, toi, tu n'interagis pas, tu participes pas. Donc il y a quelque chose où je pense que les gens accrochent un peu moins maintenant là-dessus. Ouais, c'est ça. Et le fait d'avoir aussi des formats sur YouTube
très traditionnelles et très longues maintenant, des vidéos très longues, les gens peut-être s'ennuient un peu plus, peut-être, alors qu'un live, ils sont vachement là-dedans. Et puis ils ont l'impression de vraiment participer, de faire partie d'une communauté. Je peux prendre un exemple avec les jeux vidéo, le e-sport, les compétitions en live. Ça permet vachement aux gens d'être là, d'être à fond derrière une équipe. Puis le fait que justement le streamer puisse lire les messages, c'est très émotionnel. Ça aussi, ça joue un rôle très important dans le comportement des gens qui regardent les lives, quoi. Ouais, parce que je pense aussi qu'il y a le côté où c'est tout bête, mais tu vas laisser un commentaire, la personne qui fait le live va le lire, mais la personne va dire ah merci et elle va te dire ton nom. C'est ça. C'est tout bête, mais c'est quelque chose qui fait que tu te sens comme entre guillemets privilégié avec la personne avec qui tu regardes le live. Et je pense que les gens ils aiment ça aussi. Et puis tu vois les personnes qui font les lives, ils prononcent beaucoup le nom des pseudos. Enfin, c'est souvent des pseudos, mais ils disent beaucoup le nom des pseudos des gens qui leur écrivent, qui leur répondent pour leur répondre à eux directement. Et je pense que les gens ils aiment beaucoup ça. C'est plus engageant aussi, comme tu le dis. En soi, la durée, je sais pas, c'est forcément un facteur dont on peut parler parce que les vidéos YouTube, oui, sont de plus en plus longues, mais en soi, si tu restes vraiment sur un live de quelqu'un du début à la fin, ça peut être facilement plusieurs heures aussi. Donc sur la durée, je pense que c'est la même, mais comme tu as ce côté qui est plus engageant, quand tu es là, tu sais que tu es là à ce moment-là, et ce moment-là, il pourra pas être répliqué. Là où la vidéo, l'expérience, tu peux regarder la vidéo maintenant, puis dans une semaine, puis dans un mois, puis techniquement, même si tu la connaîtras de plus en plus, elle restera la même. Là où le live, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer dans 5 minutes. Et peut-être que, comme tu dis, ton message va déclencher quelque chose chez la personne qui fait le live, qui n'aura pas été la même réaction si tu n'avais pas envoyé le message. Il y a ce côté un peu inattendu qui, je pense, est un peu excitant pour tout le monde. On va dire la seule contrainte, c'est que par contre, tu as une contrainte d'horaire. C'est-à-dire le live, c'est maintenant. C'est à cet instant-là. Alors que la vidéo, tu la regardes quand tu as le temps. Alors que là, le live, lui, il le fait maintenant. Si toi, tu n'as pas le temps maintenant, le live, tu peux pas le regarder. Donc il y a ce côté, je pense, c'est un peu la seule contrainte où tu te dis, je pense que souvent, les lives, tu tombes un peu dessus. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut bien connaître le streamer, connaître un peu les horaires déjà pour se dire ok, je vais y aller ce jour-là à cette heure-ci. Et puis vivre le moment présent, quoi, vivre les moments forts. Le dire aussi aux autres que ah ouais, j'ai vécu ce moment-là en fait. Est-ce que t'as vu le live? Est-ce que non? Ça joue surtout sur ce côté-là psychologique aussi envers les gens. Mais ça a une toute autre saveur si tu le prends après. Comme tu l'as dit, comme il y a l'horaire, c'est sûr que pour moi c'est un peu le gros point faible de ça. C'est pour ça que je regarde pas tant parce que faut être disponible. Surtout, est-ce que les gens font plus de vidéos en direct quand même le soir? Donc même si en journée tu peux retrouver, et il y a des gens qui peuvent tirer leur épingle du jeu en le faisant en journée. Mais le soir, est-ce que tu as toujours la possibilité de rester jusqu'à 2-3 heures du matin pour le faire ou même minuit? Je sais pas, mais au moins la personne va lancer son live. Et que tu seras là ou pas, la vidéo en direct sera là. C'est ça aussi qui peut être excitant parce que si tu es là, tu sais que tu peux faire un peu partie des privilégiés par rapport aux personnes qui sont pas présentes. Ouais, parce que maintenant tu sais que ça peut être rediffusé sur YouTube, la partie complète du live ou les choses comme ça, donc c'est vrai que ça donne un autre goût à ça, mais c'est toujours mieux de le voir en premier, en first. Tu sais, comme tu disais, c'est quand tu suis vraiment le streamer, que tu connais vraiment son contenu, que tu es abonné à sa chaîne ou des choses comme ça, mais tu connais le horaire de son live, et tu sais, c'est comme si tu avais un rendez-vous avec un ami. Tu sais. Ah ouais, tu te dis, j'ai rendez-vous, son live c'est à 19h, il faut que je sois là à 19h pour pouvoir participer à son live. C'est ça aussi, je pense, qui crée comme un rapprochement, une sorte de lien avec la personne. Inconsciemment, tu as comme l'impression d'avoir un rendez-vous avec. Il y a aussi le côté où la différenciation des contenus est plus grandissante. Parce qu'au début, c'était essentiellement des gens qui voulaient partager leur partie de jeu. Et du coup, ils faisaient juste une capture d'écran de leur fenêtre de jeu qu'ils partageaient. Sauf que depuis, ça s'est vraiment différencié. Par exemple, j'ai noté, il y a des streams IRL, des événements, des émissions, des podcasts, juste des discussions aussi, des concerts, des réactions à des émissions de télé, des albums, du beatmaking et d'autres, ce qui permet de vraiment ouvrir la plateforme à un autre public. Alors qu'avant, c'est vrai que c'était pas forcément fan de jeux vidéo et surtout d'un seul en particulier. T'avais très peu, voire aucun intérêt à aller sur cette plateforme-là pour vraiment beaucoup de personnes. Non, c'est vrai que c'était, surtout Twitch, c'était très réservé aux gamers, aux gens qui voulaient juste voir des parties de jeux vidéo. Maintenant, c'est vachement varié. C'est pas plus mal, c'est bien. Ça permet de faire différentes communautés. Et puis c'est ça, les gens, ils sont pas forcément intéressés aux jeux vidéo. Ils peuvent s'intéresser à des jeux d'échecs, à de la musique. Maintenant, c'est presque un débat parce que les gens, ils pensent que ça parle beaucoup politique. Mais oui, c'est bien que ça soit varié un peu comme ça. Au début, c'est ça, c'était vraiment les gamers, les choses comme ça. Moi, quand j'ai commencé à découvrir ça,
ça, c'était beaucoup ceux qui jouaient à Counter-Strike ou des choses comme ça. Et puis tu les regardais jouer, tu voyais ce qu'ils faisaient. Au début, je ne comprenais pas trop. Je me disais, mais ok, tu regardes quelqu'un jouer. Et puis moi, tu sais, je repensais à moi, à mon enfance, puis je me disais, quand je venais chez quelqu'un et qui jouait à la console, à la télé, le regarder jouer, c'était pas la chose la plus passionnante. Ça, tu vois que ça a comme vraiment accroché la nouvelle génération, et puis regarder quelqu'un, et puis regarder ses performances, et puis au final, ça a vraiment explosé, parce que les gamers, ils ont vraiment profiter de ça, et puis maintenant ça s'est vraiment diversifié sur, comme il a dit, sur énormément de sujets divers et variés. C'est quelque chose qui marche vraiment beaucoup. Twitch, on entend vraiment énormément parler de ce genre de live là. Oui, parce que comme il y a ce côté authentique et spontané qui est vraiment plus présent que sur YouTube par exemple, je pense que tu crées plus de l'affect avec la personne qui joue ou qui fait son activité, plus que le contenu en lui-même. Par exemple, aujourd'hui, je sais que, ça fait déjà quelques années, mais Squeezie, ça fait longtemps que je le suis sur YouTube, par exemple. Puis un jour, il s'était mis sur Twitch, mais il y a énormément de son contenu qui n'est pas ciblé pour des gens qui aiment le jeu vidéo. La plupart de son public n'aime pas forcément le jeu vidéo, ils le suivent pour sa personne, alors que peut diffuser des compétitions de son équipe e-sport, même lui de jeux vidéo, et pourtant il y aura quand même beaucoup de personnes qui vont le suivre parce que les gens le suivent plus pour lui et la personne qu'il est, plus que vraiment son cœur de contenu. En fait, il y a comme une accroche de départ, je pense, qui est faite un peu sur le contenu. Je pense que les gens, au début, ils accrochent un peu là-dessus. Puis au fur et à mesure, ils accrochent vraiment sur la personnalité, la personne qui est là. Et puis au bout d'un moment, peu importe un peu le contenu vers quoi la personne se dirige, elle va continuer à suivre cette personne-là pour ce qu'elle est en fait, en elle-même. Et après, le contenu qu'elle va donner, ça va plus ou moins intéresser. Mais comme c'est cette personne-là qui le fait, les gens sont comme « Ah oui, non mais je regarde ». Et je pense qu'il y a vraiment ce côté affect, comme tu dis, qui se développe au fur et à mesure, comme une amitié en fait. Un peu comme une amitié. C'est un ami tu vas accrocher avec cet ami-là, puis il va faire des projets. Tu vas pas accrocher plus que ça, mais tu vas quand même le suivre et tu vas quand même vouloir savoir ce qu'il fait. Oui, tout à fait, parce qu'on voit certains streamers qui font des parties de jeux vidéo comme les plus gros streamers. Ils jouent au même jeu, qui sont populaires sur internet, mais ils sont là avec 5-10 spectateurs qui sont là dans la conversation. Salut, voilà, c'est comme des amis, disons, mais c'est ça, ils auront moins de succès parce qu'ils sont déjà pas connus sur internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux et tout ça. Pas le même succès que les personnes qui ont déjà un gros réseau sur les autres réseaux sociaux et qui vont juste parler en fait à la caméra, ils vont même pas jouer et puis ils vont juste annoncer un événement ou quelque chose comme ça. En fait, ils prennent toute la part de Twitch par exemple et les plus petits streamers vont faire leur petite partie parce qu'ils aiment ça, mais ils auront pas autant de succès, c'est ça que tu dis. Parce ouais, de ce que j'ai vu, 90% des gens qui diffusent des vidéos en direct n'ont 0 spectateur. Ah, oui. Donc en fait, c'est vraiment que tous les spectateurs, même s'il y en a, comme tu dis, qui peuvent avoir 10, 15, mais c'est vraiment monopolisé pour les grosses chaînes. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de personnes qui en diffusent aussi. Donc en fait, contrairement à YouTube où la vidéo, tu peux la regarder a posteriori, là, c'était pas là au moment qu'une personne dont tu connais même pas l'existence stream, tu pourras pas forcément le rattraper plus tard aussi. C'est l'envers du décor, ça veut dire le streamer, lui, pourquoi il fait ça, dans quel but, de se dire je vais montrer ma partie, je vais montrer un peu ce que je fais, je vais dialoguer avec les personnes du chat, cet échange, parce qu'à la base il peut le faire, il peut jouer sans spécialement échanger avec les gens, mais il va vouloir montrer son contenu, montrer un peu son univers, ce qu'il est capable de faire. Il y a aussi ce côté-là, je pense, qui est aussi assez intéressant de se demander pourquoi le streamer le fait en fait. Oui, et puis aussi, il y en a de plus en plus qui investissent sur des plateaux ou des formats d'émissions avec un budget conséquent pour vraiment sortir de ce cliché aussi que tous les streamers font du jeu vidéo, ce qui rapporte une grosse dose de divertissement gratuit et assez impressionnant pour des gens qui ne seraient même pas attirés par ça à la base, mais sachant qu'il y a tout cet engouement pour juste ce live, ça ramène aussi beaucoup de personnes juste autour de ça. Quand les gens commencent, il y a aussi le côté personnalité du streamer qui, au bout d'un moment, prend le dessus sur le contenu. Vraiment, parce qu'au départ, il va faire ses jeux, il va montrer ce qu'il fait, son contenu et tout, mais à un moment donné, ta personnalité est extrêmement importante, je pense. Si tu fais ton stream, tu joues, puis que tu n'interagis pas vraiment, que tu réagis pas, des fois ça peut être des choses drôles parce que tu es énervé, parce que tu perds ou quoi, ça fait un peu accrocher les gens. Et je pense que la personnalité rentre énormément en ligne de compte après sur le moyen et long terme si tu veux durer sur ce genre de plateforme et ce genre de contenu en live là.
Ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'est sûr que justement, contrairement à YouTube, ce que tu dis, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de cut, il n'y a pas ce genre de choses. Donc si la personne, tu vois que ça fonctionne pas, toi, tu n'arrives pas à trouver une accroche avec, tu vas le sentir tout de suite. Alors que sur YouTube, tu peux regarder une vidéo de 45 minutes, tu vas pas vraiment savoir si tu adhères à la personne juste parce que le montage est bon ou parce que, en fait, c'est centré vraiment que sur le fond. Donc là, au moins, tu peux vraiment le savoir assez rapidement si tu sens que tu as un affect un peu plus pour cette personne, que commence à parler de choses qui peuvent te parler aussi, ou si elle reste assez froide de son côté. Et vu que c'est quand même des grosses plateformes, les gens ils vont juste passer d'une chaîne à une autre pour voir si ça lui plaît, son contenu, la personne, et c'est ça qui est bien, c'est varié, et puis il y a beaucoup de créateurs de contenu maintenant, donc on en a pour tout le monde. Puis comme je disais aussi avec les événements, les gros événements, ça crée aussi une espèce de FOMO où tu as vraiment envie d'être là, comme le GP Explorer, même Amine Mathieu qui faisait des événements de foot, par exemple la Kings League qu'il avait fait au Mexique. Je sais qu'il y avait eu beaucoup d'engouement par rapport à ça, par des gens qui n'étaient pas forcément intéressés par le foot, ou le streaming, ou les deux, mais qui juste entendaient tout cet engouement, avaient envie d'être là puisque ça représentait la France, ce qui fait que ça amène aussi des gens différents sur cette chose-là. Donc je pense que les gros événements sont une bonne première entrée sur la plateforme, et après tu peux réussir à trouver qu'est-ce que tu as envie de voir. Même les concerts, Gazo, le rappeur, il avait fait un concert, il me semble, il y a 1 an ou 2, puis c'était retransmis en live. Après, les concerts ou ce genre de choses, même des cérémonies, la cérémonie des flammes était diffusée aussi sur Twitch, mais ce genre de choses, il n'y a pas encore une stabilité qui est vraiment trouvée, parce que le côté rendu live est différent du rendu sur place. Quand tu es sur place, tu kiffes, puis il n'y a pas de problème, mais en live, ça peut être différent. Est-ce que c'est vraiment fait pour ça ou pas ? Ça, il y a toujours un petit peu un problème technique et c'est pas encore généralisé, mais peut-être qu'ils trouveront l'équilibre à plus long terme aussi. Parce que sur un event, tu vas pas réussir à sentir l'engouement, l'atmosphère qu'il peut y avoir sur place. Toi, tu vas derrière ton téléphone, derrière ton écran, tu vas regarder l'event, mais tu vas pas vraiment ressentir la chose. Et puis, tu sais, il y a moins d'interaction. Tu vois juste un événement et après, ça revient un peu comme à regarder la télé. C'est ça. Ça revient exactement à la même chose. Donc là, c'est sûr que je pense qu'il y a moins d'accroche là-dessus. Après, ils peuvent très certainement améliorer le concept, j'imagine, là. Mais aujourd'hui, je pense pas que ce soit la chose où les gens ils accrochent plus que ça, parce qu'il y a besoin de ce côté personnel. En lien avec la personne que tu regardes et avec qui tu peux échanger. Et c'est ça le cœur du concept qu'au début ça a vraiment fait accrocher les gens. Aujourd'hui, tu mets un event, c'est comme si tu regardais Miss France à la télé, c'est la même chose. Il n'y a aucune interaction, tu regardes l'événement, tout le monde sait que l'événement c'est à ce moment-là, tu regardes, mais il y a moins le côté où tu vas échanger avec la personne et puis tu regardes vraiment son contenu pour elle. À mon avis, je pense que je suis pas sûr que pour l'instant ce soit ce qui fait vraiment accrocher les gens sur les events là-dessus. Après, il y a beaucoup de créateurs de contenu, les plus gros. Ils ont quand même réussi à créer une bonne connexion envers les gens qui regardaient le live et eux qui participaient à une course. T'avais toujours des personnes qui parlaient avec le chat, ou même il y avait des jeux concours qui se faisaient en live, donc t'as les gens qui quand même participaient au chat, qui étaient à fond derrière la course de Formule 4. Eux, ils savent faire parce que c'est leur monde, et puis ils ont voulu évoluer avec ça. Mais c'est vrai que ceux qui font de la télévision au départ et qui arrivent sur Twitch, ils n'arrivent pas encore à créer cette connexion avec le public, les spectateurs. Qu'est-ce qu'ils vont réussir à évoluer avec la plateforme et à créer quelque chose, une vraie connexion avec l'audience aussi qui se trouve avec la plateforme Twitch, qui est de base pour les gens, les gamers ou les gens qui connaissent pas forcément d'autres milieux, quoi, ou peut-être s'ils sont pas intéressés par les autres types de contenus. C'est vrai que les youtubeurs et ceux qui étaient sur Twitch au départ, eux, ils ont compris comment faire les gros événements et les diffuser en live et tout ça, donc, pour garder encore cette connexion avec leur public, leur audience. Non, mais ça fait du sens avec ce que Cédric disait, sur le côté, comme tu l'as dit pour Squeezie, son Grand Prix, tu le dis dans le mot. Grand Prix de Squeezie. C'est parce qu'il est porté par une personne dont la plupart des gens ont un affect avec cette personne. Si tu mets juste une course de formule amateur de sa Formule 4 amateur, juste comme ça, il n'y aura pas forcément un engouement non plus, puisque les gens vont pas comprendre l'enjeu. S'ils sont pas fans, ils vont pas regarder, parce que c'est pas personnifié à travers une personne. Ouais, c'est ça, parce qu'au final, ils se disent, ok, bon, ils font une course de Formule 3 ou 4 là, mais
Ok, très bien, mais il y aura qui s'en occupe? Donc ça en fait ils le savent pas, donc c'est sûr que là ils vont pas accrocher, alors que si c'est Squeezie, il a une énorme communauté, derrière il va faire l'annonce, il va en parler, mais là obligatoirement c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de monde, et s'ils arrivent à garder un côté interactif avec les gens qui sont derrière leur écran, qui veulent y participer, c'est sûr que ça peut accrocher. Là j'ai vu, je pense que c'était il y a quelques semaines, où ils avaient fait comme une sorte de live avec tous les plus gros streamers pour faire des dons. J'avais vu ça avec Amine Mathieu, j'ai vu Squeezie, j'avais vu Inox, tout ça. Et en fait, eux, ils faisaient leur live, ils parlaient, ils faisaient venir un invité pour échanger avec. Et en fait, les gens faisaient des dons. Puis, évidemment, chaque fois que tu fais un don, merci, puis ils disent ton nom, et puis pour récupérer de l'argent. Ils arrivent, je pense que c'est ça, comme tu disais, c'est que les premiers ont tellement bien compris le système que peu importe ce qu'ils font, ils arrivent toujours à bien l'utiliser pour que ça fonctionne et faire venir du monde. Et après, je sais pas combien ils sont, en tout cas en étant des gros comme ça, mais si sur le long terme, il va en falloir d'autres. Je pense aussi qu'il y a le côté, comme tu dis, où le live ne ment pas. Donc en fait, je pense aussi, pour l'instant, c'est peut-être pas tant arrivé, ou alors vraiment graduellement. Je sais qu'il y avait Webedia qui avait lancé quelque chose qui s'appelait Le Live. C'était une émission, mais ça faisait trop télé, justement il n'y avait pas cette sincérité, ce qui fait que ça a totalement foiré alors qu'ils avaient investi de fou dessus. Et vraiment je pense qu'il y a ce côté où tu fais quelque chose et ça fait pas sincère, ou même l'événement caritatif est un peu bizarre, les gens vont directement pas accrocher même s'ils aiment les personnes. Vraiment le mot je pense c'est l'authenticité. Je pense que c'est ça que les gens ils cherchent. L'authenticité, la vérité, c'est comme tu dis, tu peux pas tricher sur un live. Donc parfois tu vois le streamer, sa réaction par rapport à une situation, quelqu'un qui va lui dire quelque chose, un commentaire, il peut pas faire semblant. La réaction elle est naturelle et tu vois son comportement naturel, quelle est la personnalité qu'il a et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les autres moyens de communication que tu peux avoir, que ce soit à la télé, dans les vidéos, les choses ou quoi, l'authenticité elle est plus vraiment là. Et je pense que cette nouveauté, je pense que c'est ça vraiment qui a attiré les gens et qui leur a plu, parce que ça fait des années qu'il y a plein de moyens de communication aujourd'hui avec les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, mais il n'y a rien de spontané, quoi. Peut-être tu peux regarder la story de quelqu'un, une vidéo sur Instagram ou quoi, la personne combien de fois elle l'a refaite la vidéo, pour refaire la super vidéo qui va faire des vues, où il y a zéro authenticité là-dedans. Et au bout d'un moment, quand ça fait 6-7 ans que tout le monde regarde des choses sur les réseaux sociaux où il y a zéro authenticité, à un moment donné, quand t'en as, tu te dis « Ah ouais, là c'est bien, tu vois autre chose, tu vois quelque chose de différent ». Je pense que les gens ils ont vraiment accroché là-dessus. Facteur de la croissance de ce format, il y a beaucoup de personnalités publiques qui ne sont pas issues d'Internet, qui s'y mettent, plus ou moins de façon éphémère, mais qui s'y mettent alors que YouTube, ça demande quand même plus d'investissement. Puis au-delà d'un Cristiano Ronaldo qui l'a fait récemment, mais lui, c'est vraiment un investissement qu'il veut faire. Twitch, c'est un investissement plus sur la personne et moins sur le côté financier aussi. Cristiano Ronaldo, pour faire sa chaîne YouTube, il est là, il se pointe, 2 heures par jour, il fait 3-4 vidéos, puis c'est ciao. En plus, il fait des vidéos, je crois, même pas 10 minutes, 2 à 6 minutes. Alors que, par exemple, j'avais noté, mais il y avait le rappeur T-Pain, Soul King, Mr V, Gaël Monfils, Griezmann, Adil Rami, Charles Leclerc, Snoop Dogg, Neymar, Agüero. Ils ont tous fait plus ou moins des lives aussi. Enfin, quand je dis plus ou moins, c'est plus ou moins longtemps. Adil Rami, ça a l'air de s'inscrire un peu plus sur la durée qu'un Griezmann ou un Monfils qui était plus là pendant le Covid aussi. Il y a moins ce côté où juste, contrairement à YouTube, là tu mets une caméra, un ordi, puis en plus eux, c'est pas du matos qu'ils ne peuvent pas s'offrir, une caméra, un ordi, un micro, et puis c'est tout. Mais les personnes viennent pour eux, là où sur YouTube, par exemple Ronaldo, les gens viennent pour lui, mais en soi, est-ce que tu connais plus Ronaldo grâce à ses vidéos? Je suis pas sûr. Alors que Griezmann, s'il faisait la même chose, ça, comme tu disais tout à l'heure, ça pourrait faire très manipulateur, un peu, mais plus sur la manière de filmer, comme il fait avec ses publicités. Tu te dis, oh, tiens, il a l'air sympa, mais tu sais pas s'il l'est vraiment dans la vraie vie. Alors que si tu passes 2 heures de live avec lui, il peut toujours un peu manipuler son langage corporel et l'énergie qu'il y met, mais ce sera plus dur à percevoir aussi. Je pense vraiment que les gens ils aiment ça quand tu as des personnalités un peu publiques qui arrivent là-dedans, parce que tu sais, tu le vois dans certaines circonstances, que ce soit les sportifs, tu les vois faire leur sport,
Mais derrière, ils te font une petite interview de 20 secondes, ils répondent à 2-3 questions, c'est toujours la même chose. Et puis les réponses, on les connaît déjà à l'avance parce que, bien évidemment, qu'ils ont des gens au sein du club qui leur donnent déjà les réponses. Il n'y a aucune spontanéité de ça et tout. Alors que là, tu arrives sur un live, ils se disent ah bah, je vais faire ça, je vais faire un petit live, je vais répondre aux questions. Et comme tu disais, Adil Rami qui s'y est mis dernièrement et qui en fait beaucoup, je pense que moi qui suis beaucoup le football, Adil Rami, je ne l'ai jamais vu sous cet angle-là. Je savais que c'était quelqu'un qui était assez drôle, très bon communicant et tout, mais là tu le vois, des fois il répond tellement spontanément que parfois ça déborde. Tu sens qu'au moins ça donne envie de voir ces gens-là sous une autre forme plutôt que de celle qu'on connaît depuis toujours, où ils sont dans un cadre et ils vont jamais en sortir. Parce que lui, il le fait aussi de son côté personnel maintenant, et moi en tant que sportif, comme il n'est plus en activité. Mais c'est sûr que chacun doit trouver un peu ces éléments différenciants des autres. Adil Rami peut le faire, je suis pas sûr qu'un N'Golo Kanté ou Gueule Lloris arrive à le faire aussi, puisque avec leur personnalité, ça matcherait moins. Est-ce que tu as d'autres exemples aussi de personnes qui ne viennent pas de ce milieu, mais qui ont réussi à se l'approprier au moins sur un temps donné? Il y a un journaliste aussi, de télévision, ou je sais plus du tout comment il s'appelle. Mais ouais, Samuel Etienne, peut-être? Ouais, c'est ça. Ouais. Etienne, ouais, il avait commencé à lire des journaux en live comme ça. Au début, t'as une petite audience de gamers qui sont là et qui sont... Mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Qu'est-ce que tu fais là? Tu lis les journaux, bon ok c'est cool. Mais petit à petit, il y a eu l'audience en fait des personnes qui le regardaient à la télévision, qui sont arrivées sur la plateforme. Puis maintenant ils sont restés pour son contenu, même si il joue à des jeux comme Valorant ou même d'autres. Ouais. Lui, c'est le parfait exemple et pont entre la télévision, en journée, il présente Question pour un champion, puis le soir, il est à 2h du mat en train de jouer aussi. Hein. Puis les lives séduisent quand même de plus en plus de personnes, mais concernant les événements sportifs et le foot, est-ce que vous regardez plus les matchs en direct ou juste les résumés sur YouTube, Insta, Twitter par exemple? Alors moi c'est en direct principalement, pas trop accro à regarder les petites vidéos de 45 secondes pour te montrer un match de 90 minutes, mais ça arrive que de temps en temps je tombe sur des TikTok où ils te montrent juste les buts. Tu sais, ils te mettent un match, ils te montrent il y a eu 2 buts, ils te mettent les 2 buts, ils passent au match d'après, ils te mettent les buts. Et ça, je trouve c'est pas mal parce qu'au final, ce match-là, tu l'as pas regardé parce que tu peux pas tout regarder non plus. Mais sinon, c'est beaucoup plus du direct quand même. Ok. Et toi? Ouais, moi, je suis un peu comme toi. Je préfère regarder un match en direct. Si j'ai pas pu le voir, c'est vrai que sur une petite vidéo YouTube qui voit les buts ou les meilleurs moments, ça fait le taf. Et toi? Un équilibre des deux aussi, surtout en direct, mais comme tu disais, tu peux pas tout voir, et puis suivant tes disponibilités aussi. J'aime beaucoup regarder des résumés, par exemple en replay, mais pas du match en entier. C'est sûr que les choses de moins de 3 minutes, je trouve ça horrible, parce que t'as le temps de rien voir. 5-15 minutes, je pense que c'est un bon échantillon du match aussi, quand c'est bien monté, pas comme le compte de la Ligue 1 qui fait quelque chose de totalement horrible. Le commentateur a zéro énergie, ça te montre pas certaines actions. Surtout si par exemple tu veux regarder à peu près tout ce qui s'est passé dans la journée de Serie A par exemple, t'es combien? T'as 8-9, t'as au moins 9 matchs. Donc 9 matchs, si tu mets que des résumés de 15 minutes, ça prend une partie de ta journée là. Avec une grosse vidéo là. C'est ça, alors si t'as 5 minutes, après on va pas se mentir, il y a certains matchs qu'on va pas regarder le résumé, mais en tout cas les grosses équipes, t'en as quand même, en Italie t'en as quand même au moins 6. Donc si chacune ne joue pas l'une avec l'autre, ça te fait déjà 6 résumés de 5 minutes à regarder. En tout cas, content de savoir vos petites préférences par rapport à ça, puis ça nous fait une petite transition pour le sujet d'après aussi. Abonne-toi à Vite Personne pour ne surtout pas louper toute l'actualité du podcast et notamment les épisodes en activant la cloche donc sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer et Amazon Music. Et dis-nous quel est le créateur de contenu qui te fait apprécier les lives. On est curieux de savoir lequel tu affectionnes particulièrement. Donc un grand merci pour le temps passé avec Cédric et Thibaut et la confiance qu'ils m'ont accordée donc pour cette 8e émission déjà. On a surtout très hâte de lire tes retours sur ces 3 sujets et on se voit très bientôt pour une prochaine, une 9e émission d'Avis de Personne. Et surtout, n'oublie pas que, et vas-y, on s'en fout. Allez, ciao!